Bonjour à tous, je suis Viviane Morel, je suis pilote de montgolfière et je suis aussi championne de France et championne du monde de montgolfière. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose. Je voudrais parler de comment, à 15 jours du championnat du monde, vous perdez votre équipe. Mais vous voulez quand même être champion du monde. Et on va voir comment, en prenant de la hauteur, on va pouvoir réussir. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler d'abord de comment je suis arrivée à la montgolfière. Puis ensuite, vous aurez très envie de savoir comment ça va se passer un championnat de montgolfière. Et on finira par répondre à cette question. La montgolfière, je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme on dit. J'avais pas beaucoup d'années, j'avais 11 ans. Et mon meilleur ami de CP, son papa était pilote de montgolfière et il a appelé mes parents, il a dit « Je veux acheter une montgolfière aux couleurs de l'Europe. Est-ce que vous voulez mettre 10 000 francs avec moi ?» Et mes parents, ils disent « Mais oui, bien sûr, soyons fous, un truc incroyable, la montgolfière. » Et donc, la petite fille en vert qui est sur la photo, là, c'est moi. J'ai commencé et toutes ces soirées à mettre en œuvre la montgolfière, à ranger près des ballots de paille pendant les vacances d'été, pendant les week-ends, l'odeur de cette paille, l'odeur du propane chaud, puisque nous on utilise le propane pour chauffer notre montgolfière. C'est un ballon à air chaud, ça n'est pas un ballon à gaz, c'est-à-dire que je n'ai pas de petits sacs de sable pour lâcher du lest, mais je vais chauffer pour monter et je vais laisser refroidir pour descendre. Mais c'est toutes ces odeurs, les bruits aussi, le bruit du brûleur que vous allez entendre dans un instant, vous allez voir ce que c'est. Alors, je n'ai pas eu l'autorisation de mettre en œuvre ma mini montgolfière. C'est pour l'instant factice, il n'y a pas de bouteille de gaz, ne vous inquiétez pas, mais on pourrait faire griller des chamallows dessus, tout à fait, c'est possible. Donc on vole tôt le matin, tard le soir, c'est une activité qui se mérite, parce que tôt le matin, c'est au lever du soleil, donc il faut être prêt avant. Donc il y a des matins où j'emmène mon chéri, je lui dis c'est 4 heures du matin, mes enfants aussi, c'est pas facile. Et puis, quand j'avais 17 ans, j'ai mon papa qui a eu un AVC, ça a été une période très difficile pour moi parce qu'il est resté handicapé depuis. Et il a fallu que je retrouve quelque chose pour me ressourcer. Et la montgolfière, ça a été une forme de ressourcement, un endroit où, dans cette nacelle, dans le ciel, j'avais ma place. Je me sentais bien. J'étais fière de devenir, à 19 ans, pilote de montgolfière. C'est déjà une forme de résilience que de se dire « Tiens, mon papa est devenu handicapé, il faut que le monde continue de tourner et je deviens pilote. » Et vous allez voir pourquoi je parle de ça. Quand on vole en montgolfière, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que je peux vous emmener en montgolfière, on va décoller, mais en fait, on ne sait pas où on va. C'est le seul engin qui ne se pilote pas, qui ne se dirige pas. On n'a pas de gouvernail, on n'a pas de volant. Alors vous allez me dire, mais donc comment vous faites les championnats En fait, imaginez que la couche d'air, la masse d'air, c'est comme un millefeuille. Je suis sûre qu'il y a des gourmands, donc ça, ils ont vu le millefeuille. Donc il y a plusieurs couches. Et au sol, vous allez peut-être avoir un vent qui vous emmène au sud. Et puis si vous montez à 500 mètres, vous avez un vent qui vous emmène au sud-est. Et peut-être qu'à 3000 mètres, vous avez un vent qui vous emmène au nord, complètement à l'inverse. Et c'est ça qu'on va utiliser pour piloter. On va tirer des bords comme en voile pour pouvoir aller là où on veut. Mais parfois, on pense qu'on va aller à un endroit. On se dit, tiens, je vais me poser ici, ça a l'air bien. Et puis le vent, il vous emmène ailleurs, et vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'il y a aussi le relief du terrain et des mystères. Non, pas que des mystères. Mais par exemple, un champ jaune va rayonner plus le soleil qu'un terrain sombre, et donc il va y avoir un phénomène local sur ce champ. Et donc à chaque fois, on est en train de réanalyser toute la situation et de vérifier qu'on a toutes les bonnes conditions, notamment en phase d'atterrissage pour se poser, c'est-à-dire pas de ligne électrique, un accès pour la récup, parce qu'on ne sait pas où on va, et on va que dans un sens, c'est très rare quand même qu'on revienne au point de départ. Donc on a un véhicule qui vient nous suivre et qui nous récupère à la fin. Donc on est en permanence en train de réanalyser.
Et un jour, mon chéri me dit, mais en fait, c'est normal que l'agilité, toi, c'est facile. Tu fais ça en montgolfière. Tu es tout le temps en train de réanalyser la situation et de recommencer, et de réessayer, etc. Je dis, tiens, c'est intéressant, il y a peut-être le début d'une keynote un jour. Donc, vous vous souvenez, j'ai 19 ans, je deviens pilote, je fais mes études, je suis diplômée. Et avec mon mari de l'époque, on déménage à Nice. Parce que j'ai grandi en Picardie, je ne vous l'ai pas dit. Donc la Picardie, c'est plutôt plat, avec des grands champs de betteraves ou de blé, ce qui est très pratique pour la montgolfière. Mais Nice, comme vous pouvez le voir, l'aéroport, ma maison, c'est très urbanisé. Et ensuite, on a les Préalpes. Et donc, on ne peut pas faire de montgolfière. D'ailleurs, je suis sûre que vous n'avez jamais vu de montgolfière ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant 15 ans, je travaille, j'ai mes enfants, j'arrête la montgolfière. Je sens qu'il y a quelque chose qui me manque quand même. Et puis un jour, je rencontre ce charmant jeune homme qui est ici au premier rang. Et il me dit oui, alors voilà, comment tu t'appelles? Et c'est quoi ta passion? Parce que lui, c'est les sports automobiles. Alors, Monaco, tout ça. Je lui dis avant, j'étais pilote de montgolfière. Hein. Il me dit pourquoi avant? Je dis parce que maintenant j'ai arrêté. Je peux pas faire de montgolfière ici, donc c'est fini. Il me dit non, c'est jamais fini. On peut toujours recommencer si on a envie. Et puis ce jeune homme, il habitait Lucéram, dans l'arrière-pays. Je ne sais pas si vous voyez, 600 mètres d'altitude. Pour y aller, c'est quand même 45 minutes. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc, pour nos soirées romantiques, il m'a emmené dans des magnifiques points de vue comme celui-là, la table d'orientation de Peracava, pour ceux qui connaissent. Et j'ai senti comme une invitation à prendre de la hauteur. Comme un appel vers quelque chose qui me manquait et qui me disait « Viens, 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 viens ». Je me suis dit « Peut-être, c'est le moment. Peut-être, il a raison. Il faut que je recommence. Il faut que j'y retourne. » Peut-être j'ai oublié, peut-être je ne sais pas faire. Et donc j'appelle mon ancien instructeur, Dominique, et je lui dis « Voilà, je voudrais refaire de la montgolfière, comment je peux faire ?» Et il me dit « Tu te souviens, Michel, qui a été formé en même temps que toi en 1997 ? Il fait les championnats, il n'a plus de navigateur, il cherche quelqu'un. » Je dis « Oula !» Oui, alors 97. C'est vrai qu'en 2002, j'ai été ce qu'on appelle observatrice. Donc c'est comme un jury en championnat. Vous montez dans la nacelle et en fait, vous allez vérifier que le compétiteur fait ce qu'il a à faire et qu'il ne triche pas. Vous imaginez bien que 2002-2019, il y a eu des évolutions technologiques, comme par exemple le téléphone portable. Avant, quand on se posait dans un champ et qu'on la récup n'arrivait pas, on allait à pied vers une cabine téléphonique, on appelait une des personnes de la famille qui était restée à la maison, qui servait de relais téléphonique, vous imaginez? Et puis la récup allait aussi dans une cabine téléphonique pour téléphoner, etc. Maintenant, partage de position GPS, royal. Et donc j'appelle Michel et je lui dis voilà, il paraît que tu cherches un nouveau navigateur. Oui, parce que maintenant il y a des logiciels et des machins. Je lui dis oui, il paraît. Bon, écoute, on va essayer, on va bien voir ce que ça donne. Je dis mais quand même voilà, moi en bon agiliste, j'aime bien qu'on partage d'abord la vision. C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? Et Michel il me dit mon objectif c'est le top 5. Il y a 35-50 compétiteurs selon les années au championnat de France. Je me dis, allez, banco, on y va, top 5. Et donc, je vous présente mon nouveau bureau, l'été, dans la nacelle, avec le magnifique ordinateur de bord et la cartographie, puisqu'avant, on avait des cartes papier. J'en ai même ramené une pour vous, ici. On avait des cartes papier. Celle-ci, elle a un petit peu souffert, vous voyez, parce qu'on s'est pris la pluie une fois. C'était pas prévu. Mauvaise analyse météo. Et on a pris à peu près la même chose que cette nuit. Mais on était dans la nacelle. C'est pas du tout prévu pour. Hein. Donc l'ordinateur, je l'ai fermé tout de suite, je l'ai rangé. Lui aussi, il n'a pas trop aimé l'eau. Et on a à droite un petit téléphone, vous voyez, avec 2 boutons verts. C'est pour faire nos déclarations. Parce que comment ça fonctionne une montgolfière? Je vais vous expliquer dans un instant. Donc je vous ai expliqué comment fonctionne la montgolfière, les vents, et maintenant, comment fonctionne un championnat. Un championnat, en fait, c'est comme un jeu de fléchettes géantes, et je vous ai mis un petit extrait vidéo.
Donc ce que vous venez d'entendre, c'est le coup de brûleur qui a scandé mon enfance. Et on rigolait avec ma sœur parce que ma sœur habite à Lille. Et l'autre jour, elle me dit, tu sais quoi, je viens d'entendre, il y a une montgolfière au-dessus. J'ai entendu tout de suite le bruit du brûleur, je suis sortie et je l'ai vu. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. On est capable d'entendre comme ça elle habite quand même pas loin du centre-ville de Lille, hein, donc elle entend quand même dans cette zone urbaine le bruit du brûleur et elle sort comme ça. Donc ce que vous venez de voir, c'est la cible. Une cible, parce qu'en championnat, en fait, quand on fait un vol, on se lève très tôt, donc je vous disais. Il faut qu'on décolle au lever du soleil. Donc en général, le briefing d'épreuve est 1 heure avant le lever du soleil. Donc vous imaginez que des fois, les cernes, comme ça. Et on nous donne une feuille d'épreuve. Je reviendrai après sur la feuille d'épreuve. Sur cette feuille d'épreuve, on a plusieurs épreuves. Un vol égale 4-5 épreuves selon le choix du directeur des vols. Et il nous donne les coordonnées GPS de cette grande croix blanche qui est cachée quelque part, qu'on ne voit pas pour l'instant. Et puis au fur et à mesure qu'on approche, on la voit de mieux en mieux. Et quand on la voit, on va s'approcher et on va devoir lancer quelque chose dessus pour indiquer qu'on est passé dessus. Et donc ce qu'on lance dessus, c'est ça. C'est un marqueur. Et vous avez 2 techniques pour le lancer. Donc soit vous êtes sur un largage par gravité et vous devez le mettre sur le bord de la nacelle et le faire glisser au sol. Soit vous vous prenez pour tirer la fonde. Et vous voyez que c'est complexe parce que ça s'en mêle. Et des fois, ça s'en mêle dans nos sustantes. Là, vous voyez les petits fils de fer là, qui passent au-dessus du brûleur. Donc, en général, voilà, on fait comme ça. On va faire attention à la dame avec le pull rouge. Et on lance. Et vous voyez que je gagne quand même, combien ? J'ai gagné 6-7 mètres. Et après, on mesure au décamètre. Il y a une équipe de mesure qui va mesurer la distance. Et comme au jeu de fléchettes, celui qui est le plus proche, il a 1000 points. Et donc, avec Michel, nous voilà partis dans ce championnat 2019 où on a du succès. Vous voyez le marqueur rouge sur la photo ? Donc là, on est en 2019. Objectif top 5. Vous voyez la croix au sol, là ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? À toucher le sol. C'est interdit en championnat. Donc j'ai dit, je suis le premier sur la cible, j'ai 1000 points. Je touche le sol, j'ai moins 500 points. Ça fait beaucoup de points. Et on en a fait beaucoup des erreurs. Mais du coup, on a beaucoup appris. Et on a pris le temps de se parler, d'inspecter, ça vous parle ça, pour les agilistes ? D'inspecter et d'adapter, d'année en année, comment on abordait nos cibles. Et donc maintenant, j'ai plus confiance en moi, j'ai réappris à piloter. En fait, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. J'ai revalidé ma licence. Et donc maintenant, on a une organisation avec Michel. Quand on approche de la cible, lui il se concentre, il lance le marqueur parce qu'il adore ça, et moi je tiens le brûleur, et je m'assure qu'on ne touche pas le sol. Donc je vous parlais de la feuille d'épreuve. La feuille d'épreuve, ça ressemble à ça. Donc il est 5h du matin, vous recevez ça, vous avez les yeux qui sont encore un petit peu collés, et vous ne comprenez rien à ce qu'il y a écrit dessus. C'est un langage codé que seuls les ballonneux, comme on nous appelle, comprennent, et qui donne toutes les infos sur les différentes épreuves. Donc vous voyez en haut, il y a un premier bloc, épreuve numéro 7, puis la 8, puis la 9. C'est la feuille d'épreuve du dernier vol du championnat du monde, du championnat de France 2021. Alors là, ça, c'était 2020. 2021, on a ces blocs gris. Et puis, certains savent, hein, je suis facilitatrice visuelle, c'est mon métier. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai mis de la couleur. Elle est là, la feuille d'épreuve. J'ai mis de la couleur, j'ai mis des petits post-it. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils sont ? Non, j'ai pas pris. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai des petits marque-pages. Je pense que j'en ai pris un. Ils sont sur mon stand, donc il faudra venir me voir pour que je vous les offre. Et donc, j'ai mis de la couleur parce que quand on doit lâcher le marqueur rouge sur la cible numéro 1 et qu'on doit lâcher le marqueur bleu sur la cible numéro 2, vous imaginez bien que si vous inversez, vous avez des points de pénalité. Donc, il faut rester focus et il ne faut pas se tromper parce qu'un peu dans le stress, vous sortez le marqueur, vous le lancez, c'est pas la bonne couleur. Et le nombre de fois où ça vous arrive, c'est agaçant. Et la dernière épreuve, c'est le donut, mais je vais y revenir dans un instant. Vous voyez ce magnifique gâteau que vous connaissez peut-être. Donc, Charolles 2021, il pleut énormément, vraiment comme cette nuit. Et on arrive au championnat en se disant, de toute façon,
La météo est pas bonne. Il nous offre que 2 créneaux de vol sur 10 pour toute la semaine. A priori, le championnat sera annulé puisqu'il faut 3 vols au minimum pour valider un championnat. Donc on y va vraiment en dilettante. Mais alors pas stressé du tout. On fait du yoga, on va faire du footing, on fait des jeux de société, on a un super gîte, on s'éclate, on est avec 3 autres équipages. Et puis d'un seul coup, on dit « Ah, ça y est, on vole ce soir. Ah, on y va. » Mince, c'était pas prévu. On y va. Bon, allez, on y va. Et on a un premier créneau. Et on approche la cible. Écoutez bien. Ça, c'est Michel. Alors, Michel, il n'est pas content quand il rate une cible, et il soupire, et il s'énerve, et il bloque vraiment, et il se retourne dans la nacelle, il regarde les autres faire. Et je dis, nous, on doit continuer, on a encore l'épreuve suivante à faire. Il faut rester focus. Et focus, c'est une des clés de réussite également dans vos projets. Quand j'ai trop de projets qui démarrent en parallèle, j'arrive pas à gérer. Donc garder le focus, c'est quelque chose que j'ai aidé Michel à faire. C'est comme dans les sprints, on enchaîne les épreuves, on enchaîne les sprints, on s'arrête jamais. Pas question de dire « Ah, c'est bon, on a fait une épreuve, on va regarder les autres faire. » Non, en fait, le vent, il continue à vous pousser. Hein. Et des fois, en 20 minutes, on fait 5 épreuves. Bam, 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 bam. Parce que le vent, il est rapide ce jour-là et on enchaîne. Alors, Michel, c'est un grand gourmand, il faut le savoir. Et donc, je vous ai parlé de l'épreuve du donut. Donc toujours dans cette idée de rendre visuel les éléments, vous voyez, j'ai dessiné sur la carte le plan de route. Les zones interdites, c'est les petits cercles le rouge. Et j'ai mis mes petits post-it. Et à droite, j'ai fait la chronologie de ce qui va se passer. La première épreuve, vous vous souvenez, c'était le bloc rose. Et puis on a un morceau orange là, parce qu'avant de passer une ligne, alors ce qu'ils appellent une ligne, c'est les lignes horizontales, là, les latitudes, longitudes. On doit faire une déclaration de la cible orange, qui est le centre du donut. Donc il ne faut pas oublier, parce que si vous passez la ligne, vous n'avez pas déclaré le centre du donut, donc vous ne pouvez pas jouer le donut. Et là, c'est 0 point, au lieu de 1000. Et donc on rentre dans le donut, et le principe de l'épreuve du donut, donc c'est une épreuve en 3D, c'est le deuxième type d'épreuve, qui nous est permis depuis qu'on a toute cette technologie. Vous imaginez dans le ciel un gros donut, là, vraiment un très très gros, et vous allez rentrer dans le donut, et vous devez y rester le plus longtemps possible et faire la plus grande distance dedans. C'est-à-dire que si vous traversez au milieu du trou, vous avez perdu. Vous faites juste un tout petit bout de donut. Mais si vous rentrez dedans et vous le contournez par le côté, alors je ne sais pas si on voit bien la souris, voilà, vous faites le tour comme ça, et vous ressortez là, vous allez pouvoir réussir à faire la plus grande distance. Mais en sortant là, tout va bien. Mais Michel, il me dit, non, on y va, on continue, on fait encore, on refait un tour, Ah non, Michel, on refait pas un tour là. J'ai dit, il nous reste une épreuve, on est en tête du championnat, c'est le dernier vol. Si tu es trop gourmand et que tu veux être vraiment le numéro 1 sur le donut alors qu'on a fait déjà un très bon résultat, on fera 0 sur la jaune. Et là, on risque de perdre notre place. Et donc, je me retrouve dans la nacelle, à le coacher, à lui dire les choses. Et là, vous me voyez, hein, vous voyez le schéma avec le donut orange. Je dis, Michel, là, non, tu peux pas faire ça. Et donc, il m'écoute. Et on finit le vol. Alors je crois que vous n'entendez pas très bien, mais je lui serre la main et je lui dis « Michel, c'est pas grave les 2500 pieds. » Parce qu'en fait, on avait un plafond à respecter. Si on dépassait les 2500 pieds, on a des points de pénalité. Autant de temps, de secondes qu'on est dedans, on a des pénalités. Et la demi-heure qui est avant, on est dans un nuage. On n'a pas le droit normalement, mais voilà, des fois ça arrive. On est dans ce nuage, on voit rien, on est aux instruments. Et on est là. 2530. Ah non, vas-y, tire, descends. Vas-y, rechauffe, remonte. Parce qu'il fallait qu'on reste dans ce donut, il fallait quand même qu'on prenne les bons vents. Donc, j'assure, c'est assez épique. Et je lui dis, c'est pas grave, les 2500. On a fait du bon boulot jusque-là.
toute cette conversation, la transparence qu'on peut avoir dans la nacelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé avec lui. Au début, j'étais trop timide. Je disais absolument rien. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Le sacre. Nous devenons champions de France 2021. J'ai eu beaucoup de mal à assumer ce statut. On monte sur la première marche. À côté de nous, on a des équipes aussi. Michel gagne un magnifique enzo en céramique. Voilà. Très pratique à transporter. Michel jubile. Pourquoi ? Parce que quand on est champion de France, on est automatiquement qualifié pour les championnats du monde l'année suivante. Et Michel, il adore les championnats, il est un compétiteur né et il rêve de retourner aux championnats du monde puisqu'il a déjà fait des championnats du monde aux États-Unis il y a quelques années. Championnat du monde. Et vous voyez, ça descend sur mon dessin. Comment ça se fait ? En route pour le championnat du monde 2022, c'est en Slovénie au mois de septembre. Et le dernier jour de championnat est le 23 septembre 2022. Je ne sais pas si certains dans l'Assemblée se souviennent de cette journée. Qui se souvient ? Il s'est passé quoi ici à Sofia le 23 septembre 2022 ? L'Agile Tour. Et donc je n'étais pas à l'Agile Tour et j'avais dit à mes collègues, désolé, j'organise avec vous, mais je ne serai pas là le jour J, je ne peux pas, j'ai championnat. Ils me disent, quand même, c'est dommage. Hein ? C'est dommage, voilà. J'ai dit non, je peux pas, j'ai championnat. Sauf que d'un seul coup, mon monde s'effondre. 15 jours avant, on apprend que la femme de Michel va vraiment pas bien. Elle est gravement malade et sa situation ne s'améliore pas. Et donc 15 jours avant, Michel décide de rester à la maison pour s'occuper d'elle. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Vous vous souvenez, je vous parlais de résilience. Mon papa qui a eu son accident, son AVC, et il faut que la vie continue. Ça a développé chez moi quelque chose. Et un jour, j'ai fait ce poster, je vous l'ai ramené. Il est un peu jauni, mais je vous l'ai mis en photo. En fait, c'est ma ligne d'horizon. C'est ce qui me guide. Ça a été longtemps affiché dans ma chambre, et là, on vient de repeindre, alors je l'ai enlevé. Sur cette ligne d'horizon, vous voyez au milieu, en bas à gauche, redonner le sourire, c'est ma raison d'être. Quand j'étais petite, je voulais être orthodontiste pour rendre le sourire aux gens. Quand j'ai raté médecine, j'ai dit, j'y arriverai pas, je suis dégoûtée. Puis il y a quelques années, quelqu'un me demande d'écrire ma bio, et donc je faisais médecine et je voulais rendre le sourire aux gens. Mais c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui dans mon métier. Je rends le sourire aux gens, j'accompagne des équipes, je leur donne des moyens de retrouver du plaisir au travail. Et en deuxième ligne d'horizon, qu'est-ce que je m'étais noté ? Je m'étais noté, dans toutes les difficultés, il faut savoir les surmonter et trouver les opportunités. Et ça, c'est une force que j'ai. Et donc je me dis, comment je peux faire pour, maintenant que j'ai plus d'équipe, quand même aller au championnat du monde ? Et donc on réfléchit, et on appelle la FIA, donc la Fédération internationale aéronautique, et on leur demande l'autorisation de remplacer Michel par un autre pilote. Et cette pilote, c'est Laure, donc elle a déjà été championne de France en 2015, elle a l'habitude des championnats, mais elle n'a pas d'équipe. Oui, parce qu'ils n'ont pas prévu, dans 15 jours, de partir en championnat. Ils ont leur job, ils n'ont pas eu les congés, donc elle me dit, moi j'ai eu l'autorisation, elle est pilote pro en Suisse, de Montgolfière, et je lui dis, moi je suis là, j'ai prévu, je suis dispo. Et puis, je suis coach d'équipe, alors tu sais, peut-être que ça devrait aller, on va réussir à faire équipe. Et vous comprenez bien que Laure et Michel, on est deux équipes concurrentes en championnat de France. Donc d'un seul coup, vous avez le coucou qui est dans le nid, là. Donc je la vois bien, je vois qu'elle hésite et tout. Je dis, allez. Et puis, je réussis à gagner sa confiance. Donc challenge numéro 1, comment former une nouvelle équipe ? Elle a déjà une équipière, mais il lui en faut 2 autres. Elle trouve un de ses équipiers dans son job de montgolfière qui accepte de venir. Et alors, c'est notre botte secrète parce que Blaž, le grand jeune homme que vous voyez, il est slovène. Donc, c'est quand même pratique pour aller à un championnat du monde en Slovénie d'avoir un Slovène dans l'équipe. Et puis, elle trouve Rémi qui fait régulièrement des récup avec elle. Et Laure, comme elle a cette expérience des championnats, elle a un PDF qui est déjà prêt, où elle a changé les prénoms, elle a réajusté en fonction de nos compétences, et elle nous a envoyé ce PDF avec les 3 premières lignes, objectifs,
se faire plaisir, passer un bon moment ensemble, voler, parce que des fois, comme à Charolles, il pleut, donc on vole pas. Acquérir de l'expérience et s'améliorer de vol en vol. Tiens, l'amélioration continue serait-elle un principe agile? Et top 10 individuel et numéro 1 par équipe. Et je trouvais ça super qu'elle nous partage directement sa vision du succès. Où est-ce qu'elle veut aller? Comme j'avais demandé à Michel, son objectif top 5, vous vous souvenez? Et donc nous voilà en route pour ce nouveau championnat. Championnat de France, on est chacun concurrent. C'est un peu comme dans les sociétés, vous voyez, où tous les services, à un moment donné, ils rentrent un petit peu en concurrence. Sauf qu'à un moment donné, on doit travailler pour plus grand que soi. Travailler pour plus grand que soi, ça veut dire aussi se mettre au service de plus grand que soi, et ça veut dire faire équipe. Et comment on peut faire équipe de France alors qu'on est tous concurrents d'habitude? Alors j'avais pas le mandat de coach, mais bien sûr j'ai pas pu m'empêcher de prendre du recul quand on est rentré et de dire qu'est-ce qui fait qu'on a réussi en tant qu'équipe. Première chose que j'ai identifiée, c'est définir une identité commune. On a fabriqué un logo, on l'a mis sur nos sweats et on est super fiers de porter nos sweats bleus aux couleurs de la France. Puis on avait des marinières comme celle que je porte, les marinières bleu, blanc, rouge. On voulait qu'on nous voie. Puis il y avait les Japonais, ils étaient super habillés. Les Suisses avec leur t-shirt rouge avec une grosse croix blanche. Et donc cette identité commune, moi quand j'accompagne des équipes, c'est par exemple un exercice que je fais où on va travailler sur un slogan, un leitmotiv, un mantra qui va vraiment venir soutenir la vision qu'on a d'un projet par exemple. Et là c'est un client. Vous reconnaîtrez peut-être. Notre sourire, c'est votre plaisir. Votre sourire, c'est notre plaisir. Ce sont des magasins que vous fréquentez peut-être. Deuxième clé, une vision partagée du succès. Quand on a choisi le logiciel pour pouvoir nous accompagner pendant ce championnat pour partager les positions, il y a Émeric qui nous a envoyé nos codes. Et vous voyez le mot de passe? Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Objectif, podium, 1, 2, 3. Et là, j'ai été bluffée. Je me suis dit, waouh, il a insufflé une vision à tout le monde, puisque tout le monde l'a tapé consciemment dans son téléphone pour pouvoir se connecter à cette fameuse appli. Et là, j'ai trouvé ça chouette. C'est un peu comme quand une équipe, vous allez dans l'open space, afficher cette vision partagée d'un rêve. Vous voyez, là, on était sur un plan d'action pour une équipe, et on a dessiné, donc on est sur un grand format comme celui qui est derrière moi, on a dessiné la vision partagée, le rêve. J'ai oublié de mettre l'identité ici. L'identité. Équipe de France dans notre cœur. Le challenge numéro 3 qu'on a relevé, c'est comment maintenant qu'on est une équipe, qu'on a une entité, on va performer. Et donc je disais, 5h du matin, les yeux collés, on est en train de faire le point, tous en équipe, pour partager nos points de vue. Et on se met au bord du champ et on commence à discuter en cercle comme ça. Et je trouvais ça rigolo parce que j'ai retrouvé ces cercles que je crée quand j'ai des réunions de travail, que ça soit à 6 personnes, à 20 personnes. Là, on était 40 sur la photo. Ce cercle de parole, il va permettre de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et qu'on soit pilote, navigateur, équipier, le matin à 5h, on était tous ensemble à partager nos points de vue, à lever les points d'alerte, à essayer d'éclaircir les feuilles d'épreuve pour être sûr qu'on ait tous bien compris. On regardait également ensemble, ça c'est l'application d'Émeric. Donc les traces bleues et vertes que vous voyez sont des traces qui vont nous donner la direction du vent, parce que c'est le trait, et la couleur vous donne l'altitude. Donc bleu c'est le sol, vous avez l'échelle à gauche là, vert c'est un peu plus haut. Et les différents points de couleur c'est chacun des pilotes. Et si vous cliquez sur une des traces, vous pouvez avoir le relevé de vent de ce pilote. D'habitude, comment on faisait ? Oui, Clément, dis-moi, à 2500 pieds, quel vent tu as ? Ah, Clément, il me répond, oui, alors à 2500 pieds, j'ai du... Vous vous souvenez ce bruit-là ?
Clément, je t'ai pas copié là. Est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas compris. T'as combien? 2500? À 2500 pieds, j'ai du 240 et c'est du 15 km/h. Mais aussi à 500 pieds, j'ai du... Là, vous voyez, vous avez déjà tout oublié, hein, les chiffres comme ça. Ça sature la bande passante. C'est un peu quand votre manager il arrive et il dit je voudrais les KPI, je voudrais les indicateurs. Est-ce que tu peux me faire alors un fichier PDF en portrait et après il y en a un autre manager qui vous dit je voudrais l'Excel mais en paysage et donc vous courez après le temps pour pouvoir produire des indicateurs au lieu de prendre du recul pour les analyser. Ça c'est la story map d'une équipe. Il y avait l'équivalent sur leur en cours de sprint et il me disait tout le temps le manager j'en peux plus, il me demande tout le temps des reporting. Et je dis tu sais quoi, tu lui dis tu rentres dans le bureau, dans l'open space et tu viens et tu regardes et t'as l'info et tu vas faire confiance aux individus motivés, encore un principe agile, parce que tu vois bien qu'ils sont en train de travailler, tu vois le travail qui est en cours. T'as pas besoin de venir leur mettre le stress pour leur demander s'ils sont en train de travailler et combien exactement, puisque tu as l'info. Et si on a un Kanban, on aura même les chiffres en haut, on aura tout ce qu'il faut. Donc un bon management visuel efficace, ça permet de libérer de la bande passante. Si je libère de la bande passante, je permets un échange de qualité. Donc la bande passante est libérée, il y a toujours ces coups de brûleur, mais à la radio, je vais pouvoir dire les gars, je viens de passer sur la cible, j'ai réussi, j'ai bien scoré. Par contre, faites attention, il ne faut pas descendre trop tôt, il faut descendre, vous voyez, au niveau des deux bâtiments. Si vous descendez avant sur l'arbre, c'est trop tôt et vous allez vous faire avoir. Et là, on commence à échanger des informations importantes. Et là, on va pouvoir commencer à rentrer dans l'empathie, à anticiper les besoins des autres. Pour faciliter ce genre de choses, vous pouvez aussi, dans vos salles de réunion, afficher des consignes, comment on va travailler ensemble. Ça, c'est le poster d'un atelier qui s'appelle le Pro Action Café que j'ai fait avec des porteurs de projets. Les porteurs de projets ont 2-3 personnes en face d'eux qui vont leur donner des conseils avec toute bienveillance. Attention aux injonctions. Vous allez utiliser des questions puissantes. Mais cette personne, elle peut se retrouver à un moment donné harcelée. Donc comment vous allez réguler? C'est en leur amenant beaucoup de douceur. Et donc prendre le soin de la personne avec qui vous collaborez, c'est important. Et après chaque vol, important, débriefer. Alors là, j'ai mis une photo soft, vous voyez, c'est autour d'un café. Mais vous imaginez bien qu'on aime bien aussi faire ça autour d'une bière. Et comme on vole très tôt, on rentre très tôt. Donc en général, le café, c'est à 10h et la bière aussi, du coup, c'est un peu bizarre. Et il faut savoir que chaque vol en montgolfière touristique, pas en championnat, se célèbre avec une flûte de champagne. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça monte. Parce qu'on ne sait pas où on va atterrir. Donc potentiellement, on arrive chez quelqu'un. Et ce quelqu'un, il dit pourquoi vous êtes chez moi? Il dit une petite flûte de champagne, on va célébrer ce vol. Ah oui, allez, et voilà. Et c'est comme ça qu'on a réussi à tisser des liens. Et c'est historique, hein, le premier vol humain, c'est 1783, et depuis, cette tradition est perpétuée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de montgolfières en région Champagne. Donc on débriefe autour d'un café, en équipe et en équipe de France, hein, à 2 niveaux. Là, on était notre équipe, et après avec l'équipe de France aussi. Dans vos équipes, comment vous pouvez faire ça? En utilisant des canevas visuels. Ça va faciliter la prise de parole, parce que souvent les gens n'osent pas se dire les choses, et puis ils sont un peu renfrognés, ils restent un petit peu avec leur amertume. Si vous avez ce canevas, vous invitez l'équipe devant le canevas. Moi, j'aime bien travailler debout devant le canevas. Et là, c'est avec le canevas qu'on travaille. Et c'est plus facile de dire les choses au canevas que de les dire des fois à son collègue. Ça paraît tout bête, hein. Et donc, je parle avec mon canevas et je lui dis les choses, mais l'équipe entend aussi. Et on voit ensemble. On partage les informations. Partager, regarder. Je vais noter ici. On a dit débriefer. Et bien sûr, célébrer. Célébrer la réussite. Et je voulais vous passer un petit extrait. Parce que la France,
C'est quand même connu pour pas respecter les règles, on est bien d'accord. Donc vous voyez la photo là ? Oui, alors quand vous allez recevoir votre diplôme, il faut une personne qui vienne le chercher sur scène, s'il vous plaît. Et voilà. On va célébrer, c'est là où j'en étais, la réussite de cette équipe de France qui devient championne du monde par nation de montgolfière, puisque nos 5 pilotes ont eu le meilleur classement général par rapport à toutes les autres nations. Il faut savoir qu'on était quand même en concurrence avec le Japon. Vous voyez le Japon ? Tous les matins, avant d'aller au briefing, ils se retrouvent une demi-heure avant, ils font le radio Taizo. Ils sont tous synchro, c'est assez incroyable. L'équipe germanique, ils sont assis en cercle. L'équipe suisse, même chose. Et nous, on arrive, le bordel à la française. Salut, t'as bien dormi? Tout va bien? Comment ça se passe pour toi? Oh, j'ai mal dormi. Je reprendrai bien une bière. Donc, le bordel à la française. Quand il a fallu faire une photo d'équipe, on n'a pas réussi. Dans les équipes qui se constituent, il y a 4 étapes. Peut-être certains connaissent le modèle de Tuckman. La première étape, c'est forming, ce qu'on a vécu ici. Et puis, en général, il y a une période un peu storming, un peu comme cette nuit, vous voyez, où là, ça se passe pas bien, c'est le bazar. Et on apprend à réguler. Et on va rentrer dans la 3e étape qui s'appelle le norming. Comment on va trouver des moyens de mieux collaborer ensemble. Et ça peut passer par des pratiques comme celles que vous avez vues, notamment le pouvoir du visuel, utiliser des supports qui vont permettre d'aligner, de se comprendre, parce que vous allez écrire, parce que la personne elle a pensé carré, vous avez pensé rond, en fait tous les deux vous pensez triangle, mais le mot qui sort n'est pas le bon. Mais quand vous allez dessiner triangle, on dit la même chose. Et combien de fois en réunion ça arrive, vous êtes en train d'écouter, ils disent la même chose, là, ils sont pas d'accord, mais en fait ils disent la même chose. Donc le pouvoir du visuel, ça c'est la première chose que je voulais vous partager. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est d'identifier quelle est votre identité. Quelle est votre raison d'être? Quel est le sens que vous voulez donner à votre projet, à votre équipe? Et aller chercher du sens, c'est ce qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et dans les équipes, souvent on oublie de donner du sens, et donc les gens n'osent pas prendre l'autonomie. Mais si vous leur dites c'est là qu'on va aller, c'est l'objectif, c'est top 5, eh bien je sais que je dois mettre la barre à ce niveau-là. Je vous montre les petites images quand même, juste avant. Développer le pouvoir du visuel. L'identité, le sens. Et la 3e chose, c'est la vision du succès. Quel est ce succès? Qu'est-ce qu'on veut réussir ensemble? Eh bien, on veut être sur la première marche du podium. C'est ça qu'on veut faire ensemble. On veut célébrer le succès, on veut être les premiers. Et on se l'est dit à travers différentes choses. On se l'est dit à travers le mot de passe, on se l'est dit parce qu'ils avaient déjà été champions d'Europe l'année précédente, on s'est dit c'est possible. Et là vous voyez, c'est toujours avec cette équipe, votre sourire c'est notre sourire, c'est ce qu'il y avait sur la petite map monde là. Et on a travaillé aussi pendant ces 2 jours de séminaire à 40 pour écrire leur vision du succès. Et quand vous avez ça, vous avez effectivement la capacité de s'auto-organiser. Ce qui est quelque chose pour moi tellement important dans une équipe, c'est le leadership partagé. Cette prise d'autonomie parce que je sais où je veux aller. Et donc si je vois une erreur, si je vois quelque chose qui ne va pas, et si je vois aussi une opportunité, une chance de pouvoir réussir, je vais prendre la main et la lever et dire voilà, moi je pense qu'on peut y arriver parce qu'il y a ça, et que peut-être personne n'a vu, mais on va mettre en commun et on va réussir ensemble.
Et ce que je voulais vous dire, c'est que toutes ces petites choses que je vous ai partagées, pour moi, c'est un état d'esprit agile. C'est pas une méthode qu'on va dérouler, qu'on va prendre point par point. J'entends beaucoup les méthodes agiles, un peu comme les Saint-Sauveur. On va mettre la méthode agile. Alors non, la méthode agile n'existe pas, mais l'état d'esprit agile, oui. Et moi, je voudrais vous inviter tous, je sais que dans la salle, vous n'êtes pas tous dans le développement logiciel, et que vous pouvez oser cet état d'esprit agile, que ça n'est pas réservé aux développeurs. Et ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui, c'est ça. C'est l'Agile Tour est là, il a été créé au départ pour un public dans le monde du développement logiciel, mais aujourd'hui, il peut rayonner bien plus loin. Et vous pouvez oser, et vous avez ce QR code, parce que maintenant vous êtes des ambassadeurs du manifeste Agile Visuel. Certains étaient là il y a 2 ans, je devais avoir une lingette avec ce manifeste Agile. Voilà, Frédéric l'a encore dans sa poche, parce que ça permet d'y voir plus clair, hein, la lingette, dans le manifeste Agile. Et donc là, on va voir si la vidéo fonctionne. Non, j'ai pas le son. Attends. J'aimerais quand même finir avec cette vidéo. Le son va arriver, tu penses ? Alors, tu sais quoi ? Je vais lancer sur l'ordinateur, ça sera moins puissant, mais... Voici quelques images du championnat du monde que je voulais vous partager. J'en ai encore des frissons. C'est un moment magnifique. Tous les facteurs clés de réussite que j'ai notés ici, que je vous ai partagés aujourd'hui, je les ai partagés avec la Fédération française d'aérostation après ce championnat du monde. Ils m'ont demandé de le partager avec l'équipe junior. Au mois d'avril, on était au stage de Pâques. J'ai partagé tout ça, les clés de réussite, et ils m'ont dit « Liliane, on te veut avec nous pour les championnats du monde junior ». Donc j'ai été avec eux au mois d'août, j'étais leur coach d'équipe. Et ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai sur mon stand ou dans une prochaine keynote. Traduction visuelle si tu veux. Oui, alors j'écoute. Allez-y, n'ayez pas peur, on entend personne. C'est quoi la suite ? Eh ben c'est le coaching d'équipe de l'équipe junior qui n'a rien à voir. Il s'est passé des sacrées choses. Ça s'est passé par dans le futur, c'est pas toi. Non, j'en reviens là. Ils ont gagné. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui s'est passé. Hein. J'ai un des 3 pilotes qui est vice-champion du monde. Ça a été 6 mois de préparation. Mais voilà. On ne va pas tout mettre dans cette keynote. Et qu'est-ce qui va se passer pour moi pour la suite, c'est ça ? Prochain challenge, je co-organise le trophée des éco-ballons au départ de Monaco avec la traversée des Alpes. Championnat du monde. Sur le championnat du monde, je ne saurais
On est bon